Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo. Cette fois-ci, l'objet que je vais vous présenter, c'est tout simplement mon ordinateur de bureau. C'est l'ordinateur sur lequel je fais la plupart du temps les enregistrements des vidéos de la chaîne et tout un tas de choses diverses et variées comme la plupart des ordinateurs de bureau font. J'avais envie de vous présenter cette machine parce que comme vous le voyez, elle a un aspect qui est pas banal et en l'occurrence, c'est une machine que j'ai construite moi-même et j'avais envie de vous la présenter un petit peu. Alors, ce sera une review qui risque d'être un peu moins accessible que les autres, parce que je vais essayer d'être didactique au possible. Malgré tout, parler d'un ordinateur de bureau qu'on a construit soi-même, en général, ça demande quand même d'être un peu initié. Si vous n'avez jamais si vous ne savez pas trop comment un ordinateur de bureau fonctionne, ou si vous n'en avez jamais construit, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéastes qui ont fait des vidéos tutoriels sur comment ça marche, comment on construit, ce genre de choses. Parce que pour le coup, cette machine, c'est pas vraiment une machine de débutant. Dans le sens où c'est une machine qui... disons que si vous êtes un débutant et que vous voulez construire une machine, ne faites pas ce que j'ai fait, parce que clairement, ce n'est pas une bonne idée. D'une manière générale, cette machine n'est clairement pas un choix de construction optimal. Il y a plein de concessions qui ont été faites pour des volontés notamment esthétiques. C'est très discutable, plein de gens ne supportent pas ça, notamment dans le milieu. Mais le but c'était de faire une machine qui me plaît, indépendamment de l'avis des autres. Et pour le coup, personnellement, je suis satisfait et c'est quand même l'essentiel. Alors, pour commencer, bah déjà, vous voyez un petit peu le boîtier en lui-même. C'est ça l'attraction principale de la machine. Si vous avez vu des PC gaming modernes, vous vous rendez compte que ce boîtier ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est normal parce que c'est un boîtier qui est relativement ancien. Il est sorti en 2008 et c'est un boîtier qui a été fait par la marque Dell. Pas besoin de vous présenter Dell, c'est la marque la plus vendue d'ordinateurs aujourd'hui. Notamment dans les domaines de l'éducation, de la fonction publique, de l'administration, ce genre de choses. Dell est réputé pour faire des machines indestructibles et très bonnes en bureautique. Malgré tout, Dell a aussi une gamme de gaming. Alors, dans les années 2000, à la fin des années 2000, ils ont racheté une marque très populaire à l'époque, qui jusque-là était indépendante, qui s'appelait Alienware. Mais comme vous le voyez, ce PC-là, c'est pas du tout un Alienware, il n'a pas du tout le design d'un Alienware. C'est tout simplement parce qu'il s'agit de la précédente gamme gaming de Dell, juste avant le rachat de Alienware. C'est la gamme XPS, Extreme Performance System. C'est une gamme qui existe toujours aujourd'hui, mais qui depuis qu'Alienware l'a remplacée, a dévié pour une gamme de bureautique premium. Et donc qui aujourd'hui a des designs beaucoup plus conventionnels. Malgré tout, donc à l'époque c'était des machines de gaming avec un design très spécifique qui était un peu aérodynamique avec ce côté penché sur l'avant. Vous voyez, si je prends l'autre tour à côté, vous voyez qu'elle est pas droite, elle fait une forme de parallélogramme et j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. C'est le modèle 730X. Alors, les XPS, bon, je vais pas résumer, mais globalement, c'est toujours des numéros avec. Il y a eu, je sais pas s'il y a eu 100, je sais qu'il y a eu 200, 400, il y a eu 600, jusqu'au 630, et il y a eu 700 jusqu'au 730. Et celui-là, c'est le 730X, c'est le tout dernier, et c'était un des premiers PC gaming à posséder un i7, un Intel Core i7. Alors, celui-là, il a plus du tout son i7 depuis un moment. J'ai gardé la carte mère. Original et qui fonctionne toujours normalement, mais pour le coup évidemment ça a vieilli, donc dès que j'ai eu des sous j'ai remplacé le hardware. Pourquoi j'ai choisi ce boîtier? Eh ben pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un boîtier que j'aime beaucoup, c'est un boîtier que je rêvais d'avoir quand il est sorti, et quand il est sorti on était en 2008, donc j'étais aux environs du collège, enfin début collège, et puis je continuais de le regarder jusqu'au lycée. Et surtout, c'est un boîtier qui, quand je l'ai acheté, était pas cher. Pour résumer, ce PC, je l'ai construit en 2018. Du moins, j'ai acheté les premières pièces en 2018. À cette époque, j'étais étudiant, donc j'avais assez peu de revenus. Donc, je voulais faire une machine de bureau, mais une machine de bureau pas chère, mais quand même relativement puissante.
Et un truc que vous devez savoir si vous construisez des PC, en général, le meilleur moyen d'avoir une machine puissante, mais pas chère, et facilement évolutive, c'est de prendre une vieille machine de guerre. Un truc qui était monstrueux quand il est sorti, qui valait les yeux de la tête, qui a dévalué avec le temps, et qui du coup, aujourd'hui, est toujours en course, mais qui sera facilement upgradable à l'avenir. Alors, facilement upgradable, concernant le 730X, c'est vrai et faux. Vous me direz déjà, c'est une machine Dell. Dell, c'est une marque qui est connue pour faire beaucoup de trucs propriétaires, et en l'occurrence, dans le 730X, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même une machine ATX. Ça doit être une des rares machines de Dell à posséder un vrai châssis ATX compatible avec n'importe quelle carte mère du format ATX, ou format dérivé comme micro ATX, EATX, ce genre de choses. Enfin, EATX, je suis pas sûr, mais voilà. Donc, c'était relativement facile de changer la carte mère. Une fois qu'on change la carte mère, on peut changer plein de choses. On change la RAM, le processeur, la carte graphique, ça c'est des pièces qui se changent facilement. Malgré tout, il y a eu des difficultés, notamment au niveau de l'adaptation avec le circuit boîtier. Parce qu'évidemment, PC Gaming oblige, ce boîtier est muni d'un système d'éclairage. Alors, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais basiquement, donc, on peut l'allumer. Hop, hop. Je me suis gouré de boutons. Et ben alors... Hop. Ah, là, il est en blanc. Alors bon, le blanc est un peu violacé. Mais donc, voilà l'éclairage. Évidemment, c'est un éclairage RGB. C'est un des premiers du marché. Alors, c'est pas le premier, parce qu'il y avait déjà les premiers Alienware qui en avaient, ce genre de choses. Enfin, ça s'était quand même déjà pas mal popularisé. Mais c'était les débuts du RGB. Et donc, par exemple, là, si je veux, je peux le passer en rouge. Ça fait classe en rouge, hein. Je peux faire du bleu. Allez, on va jouer un peu avec le RGB. En bleu aussi, j'aime beaucoup. Vert aussi, ça rend très bien. Enfin bon, voilà. C'est l'éclairage du boîtier. C'est pas un éclairage dynamique. On peut le faire changer un petit peu, mais c'est assez compliqué. Ça demande de pas mal bidouiller. En général, il est fait pour rester statique. Hop. Malgré tout, je trouve qu'il est très beau quand il est éclairé, mais comme c'est un vieux système d'éclairage, en général, quand je fais joujou avec, je m'amuse à l'allumer, et après, en dehors de ça, le chat, et après, en dehors de ça, je le laisse éteint, parce que, on va pas se mentir, le RGB, c'est très rigolo, et c'est très joli, mais quand on ne le regarde pas, ça ne sert à rien. Hop. Actuellement, niveau config, je vais tout simplement vous l'ouvrir. Hop, on va le sortir de son trou. Alors, on va pas trop tirer sur les câbles en arrière. Le câble management est une catastrophe, autant dehors que dedans. Donc, je suis vraiment mauvais pour ça. Et en plus, le boîtier étant ce qu'il est, les vieux boîtiers, c'était pas réputé pour leur câble management. Mais voici quand même l'intérieur de la machine. Alors, c'est vraiment un intérieur d'époque, hein. Aujourd'hui, les PC sont bien plus clean. Surtout que là, en plus, j'ai pas mal trifouillé dedans, donc depuis, et j'ai pas forcément bien rangé sur mon passage. Donc au niveau de la config, actuellement, on est heureux. Eh ben, j'ai appuyé sur un mauvais bouton du téléphone et ça a coupé la vidéo. C'est pas grave, je ferai un peu de montage. Donc je disais, au niveau de la config, on est actuellement sur une carte mère micro ATX, Gigabyte B760 Gaming XDDR4, Rev 1.x pour être plus précis. Donc c'est une carte mère qui est un peu petite pour ce boîtier. Vous voyez, il y a de l'espace sur le dessus, mais ce n'est absolument pas embêtant parce que de toute façon le boîtier n'a pas de vitre, donc on ne fait pas spécialement attention à l'intérieur. Sur cette carte mère, on a un Intel Core i5 12400 qui est refroidi par un dissipateur Noctua L9i qui est en noir, qui est vachement sympa. On a deux barrettes de RAM Kickstand Geek Fury de 8Go, donc ce PC a 16Go de RAM. Ça va encore, c'est encore largement suffisant. Au-dessus, vous avez une vieille RX 480 qui fatigue un peu, mais qui tient encore la route. Et on a tout un tas de trucs relativement datés dans ce PC, notamment on a encore du stockage sur SATA. On a deux SSD ici, un de 512, un de 128. On a un disque dur mécanique de 4 Tera. On a un lecteur DVD qui dort dans sa baie. Je trouve ça pratique, personnellement, je m'en sers encore beaucoup. On a également un NVMe qui dort sous la carte graphique, là, un NVMe de 512 Go, sauf de ma part. Il y a un autre slot de libre, il faudra peut-être que je le remplisse.
C'est une config donc assez milieu bas de gamme, mais qui tient la route et qui est parfaitement adaptée à ce boîtier pour le coup. Parce que bon, c'est un vieux boîtier, donc l'airflow est quand même bon, parce que c'était un boîtier qui était fait pour du SLI, pour un i7 un i7 dernier cri de l'époque, donc il y a quand même pas mal de choses. Au niveau du refroidissement, on a deux grosses turbines 120 mm à l'avant. À l'origine, c'était du propriétaire Dell. Moi, je les ai remplacés par des Arctic P12. Qui marche bien. Et on a également un ventilateur sur les baies disques durs. On le voit pas, il est là, il est caché derrière cette pièce-là. C'est un 80 mm et je l'ai lui aussi remplacé par un Arctic. Donc ça marche relativement bien. Ça rend la machine très 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 silencieuse parce qu'elle faisait beaucoup de bruit dans sa configuration originale. Les ventilateurs à l'époque, c'était pas, on se souciait absolument pas du silence. J'ai également remplacé l'alimentation. C'est une Seasonic Focus P850. Donc relativement basique. Alors peut-être un peu overkill pour cette config. L'ancienne alimentation était une 1000 watts, une Dell 1000 watts. Donc j'ai voulu quand même garder un minimum de wattage au cas où, parce que j'étais pas sûr de la consommation exacte de mes composants et du boîtier. Puis ça rend quand même le truc évolutif, je pourrais remplacer à nouveau la config si j'en ai besoin. Malgré tout, j'ai pas prévu de le faire d'ici un moment, déjà parce que la config elle a quelques semaines tout au plus. Avant ça, il avait une Gigabyte Z490 UD avec un i5 10600 qui tournait très bien aussi mais qui est hélas décédé, je ne sais pas pourquoi. Et encore avant, il avait sa config d'origine avec le i7 920, 12 Go de RAM, une GeForce 560 Ti qui avait déjà été modifiée parce qu'à l'origine c'était des GeForce 200 dans les 703X, mais moi je l'avais reçu avec ça. On a également sur les slots PCI Express, vous voyez une carte Wi-Fi, c'est une Fenvi T919 avec ses grosses antennes à l'arrière. Pas plus à dire, hein, parce que cette machine est sur Wi-Fi, parce que c'est compliqué de la mettre sur Ethernet dans mon bureau, parce que bon, pour faire simple, la box est dans une autre pièce. Malgré tout, voilà. Concernant le modding, vous voyez que sous les ventilateurs, il y a par exemple cette lumière jaune, c'est un circuit spécifique qui gère plusieurs choses à l'avant. Parce que si vous voyez à l'avant, bah déjà, il y a les LED, il y a le système d'éclairage, et il y a notamment des ports façade. On a deux USB façade ici, ce sont des USB 2, évidemment. On pourrait les modder pour remplacer par des USB 3, mais franchement, j'ai pas la foi. Et en vrai, l'USB 2 en façade, ça va. C'est-à-dire, j'ai quand même de l'USB 3 au dos avec la carte mère si j'en ai besoin. On a le port casque et on a un port Firewire. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Fut un temps, je l'avais maintenu en fonction. J'avais mis une carte Firewire avec un header à pin pour le brancher au port façade. Malheureusement, cette carte s'est arrêtée de fonctionner et de toute façon, aujourd'hui, j'ai plus de slot PCI Express pour l'héberger. Donc, le port Firewire ne fonctionne plus. C'est pas forcément une grosse perte, hein. Le Firewire, ça ne sert presque plus. Mais donc voilà. Et donc on a ce boîtier qui gère, on a ce circuit qui gère tout ça en façade. Et ce circuit, il est un peu chiant parce que c'est la seule chose propriétaire du boîtier. Et il a notamment un port d'alimentation propriétaire qu'une alimentation ATX standard n'a pas. Donc quand j'ai remplacé la lime, j'ai dû faire un petit mod en récupérant les bonnes sorties au bon endroit. Et ça a notamment impliqué de récupérer une pin du 24 pins que vous voyez ici qui part donc vers le boîtier. On a un petit fil rouge. C'est pas un mode bien méchant, c'est un ami à moi qui l'a fait et qui fait de l'électronique. Ça paraît un peu foireux comme ça, mais dans les faits ça marche très bien. On a fait ça de manière assez pro. Bon, il y a eu un peu des ratés au début du mode, mais finalement ça roule. Et on a également, pour le reste des ports essentiels, cassé une alimentation SATA et récupéré ce qu'il fallait sur une alimentation SATA. Et ça marche très bien, c'est le seul gros mode que possède ce PC. Et en vrai, c'est plutôt cool. Concernant le software, ce PC est lui aussi est là aussi assez aberrant parce qu'il possède les trois grands systèmes. Il possède un Windows, c'est un Windows 11 professionnel standard, pas grand chose à dire là-dessus. Il possède un Linux, c'est un Mageia 9, parce que Mageia c'est une distribution que j'aime beaucoup, pour des raisons surtout personnelles, notamment par le fait que j'aimais beaucoup la distribution précédente qui s'appelait Mandriva. Et il possède également macOS, c'est ce qu'on appelle un Hackintosh, il est capable de se comporter comme un vrai Mac. Alors je vais peut-être pas vous montrer ici parce qu'un Hackintosh c'est lent à démarrer et globalement à part voir le système Mac vous n'allez pas voir grand chose de bien intéressant. Vous avez simplement vu dans les vidéos que je fais tourner des jeux Mac récents, j'utilise ce Hackintosh.
Et je vais pas vous faire un tutoriel sur comment ça marche. Globalement, c'est assez long. Et il y a des sites qui le font bien mieux que moi, comme le forum MacBidouille par exemple en français. Pour résumer, ceux qui seront aux initiés, c'est un Hackintosh qui jusque-là utilisait Clover et qui, avec la nouvelle carte mère, utilise maintenant OpenCore. J'ai pris un dossier préfet sur le site Oralila, que j'ai légèrement modifié, notamment pour l'injection des ports USB, mais pas grand-chose de plus à dire, c'est très conventionnel là aussi. Et mine de rien, je pense qu'on a fait le tour. Donc au final, c'était le XPS 730X, ma machine principale, que j'ai réparée bien des fois parce que elle est assez foireuse. Comme je l'ai dit, si vous êtes un débutant dans la construction de PC, ne faites absolument pas ça. Ça, c'est une machine qui est vraiment beaucoup bricolée, que j'aime beaucoup et qui est très drôle, mais clairement, elle a des défauts, notamment des défauts de fiabilité et des défauts de modularité. Mais c'est ma machine, c'est comme ça que je voulais la faire et j'en suis très satisfait. J'espère que cette présentation, malgré son côté un peu plus initié, vous aura plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!